Une scientifique à impact, c'est ainsi qu'elle se définit. Déborah l'exploratrice s'est lancée dans une croisade pour préserver la nature avec son association Earthship Sisters. Déborah Pardo fait escale sur notre plateau. Déborah Pardo est une slasheuse, elle cumule plusieurs activités, entrepreneur, conférencière, exploratrice et maman. Bonjour Déborah. Bonjour Laure. Pas trop difficile de glisser une petite émission télé dans votre planning? On y arrive, on y arrive. Alors je vous propose de venir vous poser sur notre canapé, nous allons parler de votre hyperactivité. Hyperactivité au service de l'environnement et de l'urgence climatique. Consulting scientifique ou entrepreneurial, on réclame partout la docteure Déborah Pardo. Originaire des quartiers nord de Marseille, vous cultivez dès l'enfance, dans le jardin de vos grands-parents, une fascination pour la nature et ses espèces animales. Après une année d'études en Suède, vous planchez sur les albatros en terre australe, une thèse qui vous vaut les félicitations du jury et un passeport pour le prestigieux Institut polaire britannique à Cambridge où vous resterez 5 ans. Mais le monde de la science était trop lent pour l'aventurière que vous êtes. Après plusieurs séjours au pôle Sud, vous désertez les laboratoires pour impulser votre association à Marseille. Avec Earthship Sisters, vous placez les femmes à la barre de l'écologie pour accélérer le changement de cap. Alors Déborah Pardo, vous êtes née en 1986, vos parents étaient commerçants dans le prêt-à-porter et vos grands-parents arrivent d'Égypte et d'Afrique du Nord à Marseille dans les années 60. Qu'est-ce que vous retenez de votre éducation et de toute cette histoire familiale ? Eh bien, c'est vrai que j'ai appris cette histoire petit à petit et j'ai fait le lien avec les conséquences que ça a eu sur ma personnalité il y a pas très longtemps. Donc ma maman est née à Constantine en Algérie, mon papa au Caire en Égypte. Et puis, ils sont arrivés tous les deux en étant français à Marseille, comme beaucoup de personnes d'Afrique du Nord, avec pas grand-chose. Donc, ils étaient dans les quartiers nord, à Sainte-Marthe et au Rosier, à la Cité des Rosiers. Petit à petit, ils ont commencé à vendre des habits, mes grands-parents, dans le placard de leur chambre pour se sortir de là. Ils ont eu un magasin et petit à petit, ils ont réussi à créer un business dans lequel mon père a travaillé par la suite et ma mère aussi. Alors, il n'y a pas particulièrement de place et de culture de l'écologie non. chez vous, mais vous dites respect des autres et amour pour la nature, ça fait l'écologie. Alors moi, c'est vrai que j'ai eu un amour pour la nature très tôt, justement dans le jardin de mes grands-parents qui était complètement bétonné et où il y avait de la végétation qui passait par-dessus le béton. Et quand je soulevais cette végétation, pour moi, c'était comme un trésor. Donc je voyais plein d'insectes, des escargots, des cloportes. Et puis en parallèle, le fait que mes parents aient manqué de choses quand ils étaient jeunes, ils nous ont inculqué une forme de respect très forte et d'indépendance aussi très forte. Et donc ça, couplé à la fascination pour la nature, ça a créé de l'écologie très forte chez moi. Alors les oiseaux marins sont le premier sujet sur lequel vous travaillez. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de prendre le pouls de la planète ? Alors, j'ai harcelé, quand j'étais à la fac à Saint-Jérôme à Marseille en biologie, j'ai harcelé les laboratoires de recherche pour faire des stages. Et il se trouve que le premier qui m'a répondu, c'était pour travailler sur le parc national de Port-Cros, la nuit, pour étudier les oiseaux marins. Et je me suis dit, waouh, on est quand même dans des endroits assez exceptionnels quand on travaille sur les oiseaux marins. Puis petit à petit, quand je me suis spécialisée sur la démographie, qui est vraiment l'étude de la trajectoire des populations dans le temps pour les protéger, je me suis rendu compte à quel point les oiseaux marins et les albatros en particulier, qui sont si peu farouches, qui sont étudiés depuis les années 60 avec des centaines de milliers d'individus bagués, permettent d'être vraiment des sentinelles du milieu marin et de comprendre, quand une population décline, quelles sont les menaces qui pèsent sur le milieu marin. Alors vous obtenez votre thèse il y a tout juste 10 ans et le laboratoire de Cambridge vous appelle à ce moment-là. C'est juste une merveilleuse opportunité pour vous. Oui. Et vous partez voyager très loin, à partir de là en terre australe et en arctique française, pour étudier les albatros. C'est une vraie vie d'aventurière que vous menez. Oui, alors c'était déjà dans ma thèse. J'avais eu l'opportunité avec l'Institut polaire français de faire une expédition depuis la Réunion sur le Marion Dufresne jusqu'à l'archipel de Crozet, puis l'archipel de Kerguelen où j'avais passé 3 mois.
Et c'était Alors justement, j'ai lu un de vos récits. Vous êtes élitreillé au large de l'archipel de Crozet, au milieu d'une compagnie de manchots, puis vous embarquez sur un petit bateau avec votre sac à dos, au milieu des éléphants de mer. Vous randonnez 4 heures pour arriver à la cabane qui sera votre base pendant 2 mois. C'est une vie extraordinaire. C'était incroyable, surtout qu'on avait rien en fait. On avait juste nos sacs à dos, notre équipement, quelques GPS à poser sur les oiseaux et on avait un téléphone satellite. À 5 heures, on devait monter en haut de la colline pour dire on est vivant, c'est quoi la météo demain, des messages particuliers. Et on avait des bidons de nourriture qui avaient été livrés. Alors là, on vous voit en train d'essayer d'attraper un albatros et puis vous nous avez amené une bague. En fait, c'est un objet que vous portez toujours avec vous, cette bague. Je l'ai toujours avec moi. Je le montre à chaque conférence pour que les gens comprennent déjà comment on les étudie. C'est la clé de l'étude des animaux. Et puis aussi pour qu'ils comprennent que cette bague qu'ils ont dans les mains, elle a fait le tour de l'Antarctique. C'est extraordinaire. Alors, un jour, vous décidez que tout ce travail-là n'avance pas assez vite. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Parce que vous êtes quand même dans un laboratoire prestigieux. Au bout de 5 ans, vous dites stop. Oui, c'est ça. Je me rends compte, c'est suite à mon congé maternité, j'ai candidaté à un programme qui formait les femmes scientifiques à changer le monde. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai un potentiel important, d'après ce que me disent les autres, ce que j'avais jamais vu. Et il y a urgence à agir. Et j'ai l'impression qu'en publiant un gros article que j'avais mis 4 ans à sortir, ça fait pas assez de bruit, ça fait pas assez changer les choses, même s'il avait été repris dans la BBC, c'est dans des grandes revues scientifiques. Ça ne fait pas assez changer les choses. Il faut que je prenne les choses en main en tant que scientifique dans la société pour avoir un impact positif plus important. Et c'est là que j'ai tout envoyé en l'air. Je suis rentrée à Marseille enceinte de la 2e et je me suis mise à mon compte dans une couveuse pour commencer. Puis petit à petit, j'ai dit oui à tout. Et aujourd'hui, c'est Earthship Sisters, mon activité la plus prenante. Vous dites la désillusion m'a coupé les ailes. C'est fort quand même pour quelqu'un de passionné. Alors, l'écoféminisme, c'est un courant de pensée à la croisée de l'écologie et du féminisme qui est né dans les années 70 avec Françoise Daubonne. On va revoir un extrait de l'émission Aujourd'hui Madame en 1972. Cette philosophe et militante féministe explique pourquoi les femmes doivent reprendre le pouvoir pour sauver la planète. Ah ouais ? La société mâle est arrivée à l'heure actuelle à la destruction de l'environnement, est arrivée à l'heure actuelle à la cadence absolument délirante de la démographie. Nous en avons pour 30 ans d'existence si cette société mâle et industrielle continue. Il est temps que la planète redevienne verte, et ne serait-ce que pour cela, et j'ai bien d'autres raisons de le penser, mais ne serait-ce que pour cela, je suis à fond pour que les hommes perdent le pouvoir. Alors vous en pensez quoi, Déborah? Parce que c'est audacieux et très moderne comme discours, on est en 1972. Oui, puis on sent la colère. Moi, ça m'est déjà arrivé lors de pitch face à des investisseurs qu'on me dise « mais t'es en colère ». Forcément, je suis en colère. Vous êtes en colère ou éco-féministe? Oui, ça génère beaucoup d'émotions, c'est sûr. Donc moi, je suis au fond de moi d'accord avec ce que dit Françoise, ce que disait Françoise. Après, j'ai décidé de le faire d'une façon beaucoup plus positive, beaucoup moins cassante envers les hommes et le monde capitaliste, puisque aujourd'hui je donne beaucoup de conférences et d'interventions d'expertise auprès de dirigeants d'entreprises qui sont souvent des hommes de la cinquantaine, les cheveux blancs avec des belles voitures, qui sont pas forcément super à l'aise pour changer leurs habitudes. Et pour moi, c'est important d'avoir un point de vue, de leur apporter un point de vue non culpabilisant, factuel, et leur montrer qu'en fait, ils n'ont pas le choix, que c'est dans leur propre intérêt, à moyen terme, et celui de leur descendance, entre guillemets, de faire une transition la plus rapide et la plus efficace possible. Alors, la maman des arbres, c'est une personnalité inspirante pour vous, c'est Wangari Maathai, qui est prix Nobel de la paix en 2004. Elle a lancé le mouvement Green Belt pour que les femmes restaurent les écosystèmes. Qu'est-ce que vous admirez chez elle? J'admire chez elle sa combativité, le fait qu'elle soit visionnaire en se rendant compte, un petit peu comme Françoise Daubonne, que la dégradation des habitats causée par les activités commerciales, capitalistes, entraîne de la misère pour tout le monde. Et qu'en permettant aux femmes d'avoir un emploi, un accès à l'éducation, en cultivant la terre, en fait, l'eau revient et tout revient. Tout revient pour tout le monde. Ce que vous dites, les femmes doivent être un pilier de la transition écologique parce qu'elles sont souvent les premières victimes des catastrophes climatiques. Oui, c'est prouvé quand il y a des catastrophes climatiques. Et je regardais aux nouvelles ce matin, il y en a encore en ce moment. Les femmes sont les plus pauvres. Elles n'ont pas forcément accès à des infrastructures. Elles ne savent pas forcément nager. Elles ne savent pas forcément économiser. Et donc, il faut qu'on puisse les protéger. Et il faut surtout qu'on puisse leur donner une voix pour qu'elles, puisqu'elles ont les solutions, puisqu'elles sont responsables de l'eau, du sol, des graines, du bois, de la santé de leurs proches, si on leur permet d'avoir du leadership,
et d'être entrepreneurs de leur vie, eh bien, elles peuvent apporter plein de solutions. Et là, je parle des pays du Sud, mais en réalité, chez nous, en France, c'est la même chose. Il faut que les femmes, non pas prennent le pouvoir, mais amplifient leur voix pour qu'elles apportent quelque chose de différent par rapport à ce qu'on entend tous les jours. C'est un homme dont on va parler, là, un modèle de projet écologique à fort impact dans le monde. C'est celui de Rob Hopkins, pour vous, qui est un modèle. Ah oui, je l'ai rencontré récemment et c'est aussi un visionnaire. Je trouve qu'il a une vision très positive de la transition écologique et qui s'attaque surtout aux causes racines du problème. Moi, j'en ai un petit peu ras-le-bol que quand on parle d'écologie, voilà, on se contente de trier ses déchets, de ramasser des bouteilles sur les plages, de planter des arbres sans se soucier de s'ils vont survivre ou de si c'est la bonne espèce pour cette zone. Et donc, je pense qu'il faut vraiment s'attaquer non pas aux conséquences des problèmes environnementaux que l'on voit, donc cette fonte des glaces, etc., mais surtout aux causes racines. Et les causes racines, c'est, en tout cas d'après Rob Hopkins, notre manque d'imaginaire. Il faut qu'on puisse complètement dépasser les limites et inventer des nouveaux récits pour pouvoir créer avec les citoyens des solutions qui rendent tout le monde plus heureux en réalité. Rob Hopkins dit on peut faire beaucoup avec les gens autour de nous. C'est un petit peu votre credo aussi, vous pensez que tout le monde peut s'emparer et doit s'emparer? Bien sûr, je pense que tout le monde doit s'emparer du sujet en ayant connaissance de la chose. Donc c'est aussi la responsabilité des journalistes d'apporter des informations justes et complètes sur l'environnement et pas que les épisodes catastrophiques. Et puis aussi, je pense que cette transition écologique doit être une aventure qu'on partage tous ensemble et qui n'est pas une contrainte. On ne va pas revenir à des modes de vie arriérés, comme certains peuvent le dire. Au contraire, on revient à des modes de vie plus sobres et meilleurs pour notre santé. L'aventure, c'est quelque chose que vous encouragez chez les femmes, justement, puisqu'avec votre association Earthship Sisters qui est née en 2018, les femmes sont un levier pour activer la transition écologique et transformer la société. C'est l'idée directrice. Mais comment vous vous y prenez alors? Qu'est-ce que vous faites avec ces femmes? Alors, on a mis au point un programme d'1 an qui combine 3 grandes aventures. Une aventure déjà pour se former au leadership environnemental, c'est-à-dire partir de la connaissance des enjeux jusqu'à l'alignement à l'intérieur de soi, jusqu'à l'influence. Concrètement, les projets, ça les fait aboutir plus vite? Alors, de travailler comme ça, ça leur permet de prendre vraiment confiance en elles, de laisser derrière elles les choses qu'il y a à laisser derrière elles en les assumant complètement et surtout d'aligner leur projet professionnel à qui elles sont vraiment, en découvrant qui elles sont vraiment. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de cette formation. La deuxième aventure, c'est un incubateur de projets à impact parce que ces femmes, on veut que quand elles postulent chez Earthship Sisters, elles portent un projet professionnel à impact positif qui les amène à créer une société de l'économie sociale et solidaire, une entreprise, une association. Donc au départ, elles sont seules avec leur idée et hop, on les amène ensemble à un projet collectif aussi. Et la troisième aventure, c'est un mouvement d'éco-ambassadrices qu'on construit au mieux qu'on peut pour qu'en intelligence collective, elles fassent des ricochets positifs dans la société. En partageant à la fois leur métamorphose, puisqu'elles sont souvent en reconversion professionnelle, en recherche de sens, mais aussi en apportant les solutions qu'elles créent à travers leur projet. Alors justement, vous nous avez convaincus. Comment elles peuvent vous rejoindre, ces ambassadrices? Eh bien, on ouvre les candidatures en début 2023 pour la promotion 4. Et donc, on espère recruter 24 femmes ambitieuses de toute l'Europe, plutôt francophone, donc avec des séjours en mer à plusieurs reprises au départ de Marseille. Allez, on se quitte avec un petit quiz éclair. Quel objet non essentiel à emporter sur une île déserte? Un carnet de notes. Si vous étiez un hashtag? Look up. Si vous étiez une espèce menacée à protéger? Un albatros. Merci beaucoup Déborah, on vous souhaite bonne chance pour la suite et on se quitte avec une petite photo souvenir. À très bientôt, au revoir.